Bonjour à tous et à tous, bienvenue à cet instant Wipsy sur le thème du rapport des jeunes à la mémoire et la paix aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a la Grange de Christus, c'est un peu particulier et différent d'habitude. On vient d'assister à une conférence sur la mémoire et la paix qu'on peut retrouver en ligne sur nos réseaux. Donc ce podcast il fait suite à cette conférence et on se retrouve entre jeunes pour discuter du rapport à la mémoire et en quoi le passé éclaire les enjeux actuels en Europe. Donc on va se demander comment la mémoire contribue à la construction de la paix et de la démocratie. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Louane. Bonjour Louane. Bonjour. Gabriel, Bonjour. Marin Enchanté. et Noah. Salut. Donc, ma première question, si vous pouviez résumer en quelques mots, quelques lignes, c'est quoi la mémoire? Qu'est-ce que vous diriez? Déjà pour expliquer à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est la mémoire? Je sais, c'est une vaste question. Pour moi, je pense que c'est le fait de se souvenir de notre histoire, de nos ancêtres, de tout ce qui nous a fait arriver à ce moment donné et à ce point dans notre histoire. Et voilà, c'est se souvenir de tout ça pour avoir une vision d'avenir aussi, pour essayer d'avoir une vision d'avenir et pour essayer de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que l'histoire est très grande et peut nous apprendre beaucoup de choses sur potentiellement notre avenir. Merci Marin. Je peux compléter, je pense, avec mon point de vue personnel, ce que tu as dit, Marin. Donc, bien sûr, se souvenir, mais pour moi, il y a vraiment une question d'identité aussi derrière la mémoire. Ça permet aussi, au-delà de penser à l'avenir, à penser au présent. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, qui ont été créées avant. Jusque-là, c'est logique, mais c'est bête, mais on ne se pose pas toujours les bonnes questions, je pense. Et la mémoire, c'est très vaste. C'est pas que de la politique. Ça peut être dans la culture, dans les arts, dans la musique. Je sais pas si vous êtes passionné de musique ou pas, mais voilà. La mémoire, c'est très vaste et pour moi, c'est vraiment important de la lier au présent et pas seulement qu'à l'avenir. Qu'est-ce que je pourrais rajouter que la mémoire, c'est important de le préciser, on en a parlé un petit peu pendant la conférence, que c'est aussi une construction des gens avec leurs biais, avec la manière dont, c'est-à-dire que à partir du moment où ils ont la mémoire vécue, il faut la rédiger, parce que pour qu'elle perdure cette mémoire, il faut qu'elle soit écrite, et après ça sera notre boulot aux historiens d'en faire d'en faire corps, et c'est la manière dont on l'écrit. Donc du coup elle s'accroche à ces biais-là, à la neutralité ou pas, ou au vécu, mais voilà, c'est une construction, la mémoire, et au-delà du travail de l'historien, la mémoire de la Révolution française, par exemple, quand on la met en place, cette République, et elle raconte aussi un roman national, elle raconte, c'est un enjeu, au-delà d'être une construction, c'est un enjeu politique, que de la manière dont on raconte et quels événements on retient, et comment on les livre à la jeunesse, parce que c'est aussi le plus important. La mémoire, il faut pour qu'elle écorne, il faut qu'elle perdure à travers les générations et donc dans l'éducation. Alors justement, en parlant de jeunesse, est-ce que les jeunes aujourd'hui s'intéressent à la mémoire? Anne, tu peux rebondir dessus. Je dirais que c'est compliqué parce que personnellement, moi je suis en terminale et je sais que dans ma filière, on a 1 heure et demie d'histoire par semaine. Et je pense que 1 heure et demie d'histoire par semaine, c'est très compliqué d'être réellement plongé dedans, parce qu'en fait, ça fait que la semaine suivante, on ne se rappelle pas de ce qu'on a fait. Et il y a plus cette mémoire et ces faits qui sont importants à comprendre. C'est juste des devoirs en plus et des leçons à apprendre qui ne nous intéressent pas. Et aussi le fait peut-être que ce soit juste à l'école et pas forcément idéal, dans le sens où je pense que nous les premiers, hein, quand on est allé en cours, on n'était pas passionnés par tout. Et puis on avait nos contrôles, on avait fait plein de choses. Et peut-être que de sortir ça de l'école aussi, ça permettrait de remobiliser, on va dire, pas mal de personnes. Je sais que moi j'ai toujours bien aimé les histoires, donc ça n'a jamais été un problème. Mais je le vois avec mes petits frères, avec plein de monde, que c'est pas du tout leur truc et que la voie scolaire est pas forcément l'idéal justement pour parler de ces éléments-là, de mémoire, d'histoire, de souvenirs et de récits partagés communs qu'on a. Donc
Donc voilà, peut-être essayer de trouver d'autres voies. Après, c'est un autre débat, mais voilà. Ou peut-être l'adapter à cette jeunesse, à notre jeunesse, à travers, comme je le disais dans la conférence, un côté jeu de piste, un côté enquête, un côté généalogie qui sont... après, c'est peut-être moi, et je donne peut-être juste mon avis, et je représente pas forcément l'avis de la jeunesse, mais c'est vrai que moi j'ai apprécié faire ma généalogie, retrouver des traces historiques, des papiers historiques, des registres de baptême, des registres de classe militaire, et ce genre de trucs, et même ce que j'avais fait pour le Souvenir français, qui est une association qui se remémore, qui fait en sorte que nos morts ne tombent pas dans l'oubli. J'avais aidé à faire le tour des cimetières pour essayer de retrouver des tombes appartenant ou des monuments appartenant à des soldats français, et à fleurir aussi une fois par an des monuments aux Français. Donc toi, Marin, tu as travaillé sur la mémoire. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton travail ? J'ai eu la chance de partir en Lituanie pour un stage en chambre de commerce, à la chambre de commerce franco-lituanienne. Et je suis tombé en fait sur le président de la chambre de commerce, était délégué du Souvenir français, donc de cette association qui honore les morts et qui fait en sorte que les morts ne tombent pas dans l'oubli, mais délégué de la Lituanie pour le Souvenir français. Et on est allé fleurir plusieurs tombes, ainsi qu'on est allé voir plusieurs monuments. Et j'ai rencontré aussi le délégué de la Lettonie, parce qu'on a fait des choses avec la Lettonie. Et il y a pas mal de monuments aux morts dans des pays à l'étranger. Il ne faut pas oublier que notre mémoire, elle est aussi un peu partout dans le monde. C'est ça que je trouve hyper intéressant, de voir qu'on a eu un impact et que des gens pensent à nous partout autour du monde avec des monuments. Et des gens se souviennent de notre histoire et de l'histoire des Français qui ont été dans ces coins-là. Et peut-être, je rebondis encore sur ce que tu as dit, Marin, mais c'est pas forcément... on a une mémoire différente, et donc, bien sûr, entre les Français et les Lituaniens, mais beaucoup plus près de chez nous. Moi, je viens de la région de Toulouse, et je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu une explosion d'une usine, l'usine AZF, il y a facile 20 ans, 20-25 ans, et il y a vraiment eu des morts, enfin vraiment une grosse explosion. Il y a des vitres dans Toulouse qui ont été soufflées, on l'a entendu à presque 100 km l'explosion, enfin vraiment quelque chose de très important. Et je sais que dans la région, on en parle beaucoup, même avec, j'ai des amis qui ont notre âge à peu près, et on en parle toujours encore parce que nos parents nous ont raconté, on a nos professeurs qui l'ont vécu aussi, donc des fois on en parle. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très local, mais c'est aussi ça la mémoire, parce que c'est pas que les guerres. Il y a aussi tous les événements en fait qui fait qu'une communauté, qu'un groupe se sent en fait communauté. Ça peut être du bien comme du mal, hein, mais voilà, c'est juste pour apporter ça en plus. Et toi, Noah, comment tu t'es engagé pour participer à la préservation de la mémoire ? Je sais pas si je suis engagé. Moi, je fais de la recherche en histoire. Donc, évidemment, ça fait sens avec mon activité quotidienne d'écrire de la mémoire. Évidemment, c'est un sujet primordial. Pour répondre à la première question, je ne pense pas qu'il y a un désintérêt de la mémoire. Je ne sais même pas si c'est possible d'avoir un désintérêt de la mémoire pour une humanité, parce que on sera toujours intéressé par les récits. Maintenant, il y a une manière de l'apporter. Je pense qu'on hérite, et c'est ce que Louane nous disait en substance, d'un système scolaire qui n'est pas adapté à la manière dont on veut consommer l'information. Il y a qu'à voir. Moi, je sais pas si vous aussi c'est pareil. Moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo, un peu moins depuis que je fais de la recherche, mais des jeux vidéo qui nous replacent dans des contextes différents. Et il y en a des très bons. Évidemment, il y a les gros AAA, genre Assassin's Creed et compagnie, qui font un travail historique, même si c'est pas parfait. Mais je pense à la cathédrale de Paris, qui est dans un Assassin's Creed est refaite, modélisée en 3D. C'est un travail gigantesque. Il y a des jeux plus petits de studios français comme Plague Tale qui reprennent la ville de Bordeaux, qui remodélisent la ville de Bordeaux à l'époque médiévale,
impressionnant comme boulot. Et ça, c'est des médias qui font plaisir, enfin qui nous transmettent avec évidemment du divertissement. Il y a un côté très ludique, peut-être pas besoin d'en arriver à des quantités comment dirais-je, de gamification pour arriver à intéresser les jeunes. Mais ça fait partie des médias qui s'en saisissent en tout cas. À mon université, à Bordeaux-Montaigne, il y a mon directeur de recherche qui s'appelle Nicolas Patin qui a monté un festival tous les ans qui s'appelle Montaigne in Game. C'est passionnant. Il invite en général un chercheur spécialisé dans la période du jeu. Lui, il va jouer, il est souvent à la manette, quoi. Et ça blablate sur ce qu'on y voit dans le jeu, qu'il y a un travail historique, et puis évidemment on va montrer ce qui est pas bien, mais on va aussi montrer ce qui est bien, parce que dans les studios de jeux vidéo, mais je dis ça, mais les films aussi, on s'en est question, quand on voit la réadaptation de Napoléon, là, je sais pas si c'est le nom du film, je sais pas s'il est éponyme, mais aidez-moi les gars, si, Napoléon, Oui, c'est c'est éponyme. C'est aussi, il y a aussi un travail historique. Moi je sais que quand j'étais un peu plus jeune, avant de faire du théâtre, mon métier, j'étais très intéressé par le travail d'accompagner le 7e art, quoi, le cinéma, sur la question historique, parce que trop cool, quoi. Je pense pas que, tout ça pour dire que je pense pas qu'il y ait un désintéressement de fait, je pense que c'est pas possible, j'ai du mal à le voir. Enfin, à part dans 1984, je sais pas s'il y a vraiment une société possible où les gens se fichent littéralement de ce qui s'est passé avant. Maintenant, il y a un problème, à mon sens, d'amener l'information aux jeunes, et j'en finis par là. Voilà. Oui, c'est vrai que l'histoire, elle est partout dans les films, les jeux vidéo. Je savais pas, enfin, j'avais jamais vu les jeux vidéo comme ça, mais c'est hyper intéressant. Est-ce que, oui, Je peux rajouter quelque chose. On a même ces studios-là, donc Ubisoft, qui en a profité pour en faire une partie de sa com, parce que, en effet, dans plusieurs épisodes des Assassin's Creed, ils ont proposé un guide tour où en fait ils te faisaient traverser donc la Grèce antique, l'Égypte antique surtout et aussi pendant les Vikings des lieux clés, des endroits clés, en te racontant ce qui s'était passé à ces endroits-là et en donnant une côté. Certes, il y a un côté où ils arrangent l'histoire pour aller dans la narration, mais derrière, ils proposent aussi un élément qui te met face à ce qui s'est vraiment passé et qui te retrace les éléments historiques point par point. Et ils travaillent avec de nombreux historiens d'ailleurs pour réaliser ce genre de truc. Après, j'avoue, ce monde, je connais pas trop, je suis pas super présent, mais là, c'est une question que je pose, parce que là, on a parlé de la Rome antique, de la Grèce antique, du Moyen Âge, à la limite, ou de l'époque moderne, mais vraiment, est-ce qu'il y a des équivalents, on va dire, pédagogiques, pour vraiment l'histoire contemporaine, et vraiment des éléments que nous, on a vécu, ou que nos parents ont vécu, ou pas vraiment? Je me demande si la Seconde Guerre mondiale, c'est pas le style de jeu Oui, le plus présent, en tout cas dans le FPS. C'est du jeu de tir, évidemment, tu es tout le temps le héros qui tue je sais pas combien de nazis ou quoi. C'est pas la réalité, mais je me suis pas intéressé à l'historicité de Battlefield 1, qui est un gros opus de ces jeux de guerre qui traitent de la Première Guerre mondiale. Moi, j'ai appris beaucoup de trucs là-dedans. Alors, c'était peut-être des petites phrases, des petits trucs, mais rien que l'ambiance du jeu, parce que c'est aussi ça, moi je me sens dans l'étranger quand j'y joue. Évidemment, c'est une période qui est difficile, mais ça nous permet d'y goûter un petit peu. Nous, on y joue et on est très détaché de ce qui s'est passé. Mais l'introduction de ce jeu-là, et peut-être qu'on va pas parler de jeux vidéo toutes les conférences, les premières missions de ce jeu-là, elles sont marquantes. Moi, j'avais vu dans mon training game, justement, je crois, on joue un soldat qui se fait tuer. C'est assez rare dans un jeu vidéo où ton personnage meurt et tu le revois jamais. Il y a marqué à l'écran le nom du type et son année de naissance, c'est du coup 1915 parce que c'est son année de mort. Et en fait, tu passes comme ça à un autre personnage qui va mourir. C'est scripté dans le jeu. Et tu en as 5-6 et c'est d'une violence mais inouïe. Tu commences ton jeu et juste tu es confronté à la mortalité de ces poilus-là. Moi, je trouve ça hyper fort. Voilà, donc oui, carrément, l'histoire contemporaine, elle est omniprésente dans les jeux parce que c'est une histoire qui plaît, c'est une histoire qui parle aussi. Et pour finir avec ça, ils ont utilisé des vrais enregistrements de la Première Guerre mondiale pour faire les bruits d'ambiance
Donc les gens qui crient quand il y a un mort, etc. C'est des vraies paroles qui ont été dites. Ils réutilisent des vieilles lettres aussi pour faire des introductions, etc. Quand il y a un mode où en fait ils te lisent une lettre d'un des soldats qui raconte ce qui s'est passé dans cette bataille-là, et les batailles sont assez en plus plutôt bien reproduites au fil du truc, et c'est vraiment, ça te met vraiment dans le truc à fond, quoi. Peut-être qu'on pourra refaire un podcast sur tout ce qu'on apprend dans les jeux vidéo. Est-ce que vous avez d'autres idées de comment engager ou du moins intéresser les jeunes sur les sujets de mémoire et l'histoire ? Je pense que du coup, je pense notamment à notre projet Erasmus qu'on a fait avec la Maison de l'Europe des Landes en Allemagne et à Strasbourg pour la première partie. Sur mon histoire est-elle utile, et c'était vraiment sur la mémoire et la paix. Et donc ça nous a permis donc de faire une simulation du Parlement européen notamment, et de parler des méthodes de résolution des conflits et de plusieurs conflits à travers l'Europe, d'en parler avec plusieurs pays et d'apporter nos connaissances chacun dessus et de discuter de nos points de vue notamment. Et je pense que c'est déjà une meilleure méthode pour aborder l'histoire et la mémoire. Vu que j'étais aussi, je vais faire mon petit commentaire. Je trouve que l'expérimentation, donc ça peut passer par les jeux vidéo, mais ça peut passer aussi par des rencontres comme ça, c'est génial, parce que donc tu as parlé de la simulation de Parlement européen, mais il y avait aussi d'autres jeux, vraiment, c'est des jeux de rôle, hein, ni plus ni moins, qui remettent dans un contexte précis et où en fait on doit essayer de s'en sortir comme on peut. Ça permet, je pense, de s'immerger un peu, de mieux comprendre ce qui s'est passé et aussi de se reconnecter avec certains événements qui nous semblaient juste abstraits et pas vraiment concrets. Donc je trouve que l'expérimentation vraiment physique, c'est une autre piste qu'on pourrait vraiment creuser pour la mémoire en fait, et pour ce sujet-là. Ouais, c'est des outils. Je pense que in fine, il faut amener les gens vers la lecture. J'ai lu des chiffres il n'y a pas très longtemps qui étaient hyper rassurants, qui disaient que les jeunes ils lisaient beaucoup aussi, et que contrairement à une idée reçue qu'on pourra avoir, on est une génération de 2000 à 2010 qui est arrêtée de lire. C'est pas vrai. On lit encore. Et il y a des travaux qui sont hyper intéressants. On n'est pas obligé d'être passionné de tout. Moi, ma licence d'histoire, c'était pas. J'étais bouche bée 80% du temps en amphi, parce que l'approche elle est bonne, parce que les sujets sont bons, mais il y a des trucs qui m'intéressaient pas. Et c'est normal en fait. On n'est pas passionné tout le temps de. Je me souviens de mes cours sur l'Église au Moyen Âge. Enfin, c'est hyper passionnant pour plein de gens. Moi, ça me parlait pas des masses, parce que voilà. Et faut savoir aussi avoir cette volonté-là d'aller vers l'ouvrage, vers la littérature scientifique qui est parfois pas hyper compliquée à lire, et se dire, je me lance là-dedans. Il y a des sujets hyper niches. Je peux vous assurer que n'importe qui de lambda est tout à fait en capacité de lire et se passionner pour des sujets qui sont peut-être parfois un peu niches, mais hyper agréables. Ouais, je pense qu'il faut amener aussi les gens vers la lecture, que c'est pas un truc infranchissable, et qu'il y a une nouvelle manière de consommer, notamment sur Internet, qui est hyper rapide. Oui, un livre, ça prend un peu plus de temps, mais c'est là-dedans Enfin, moi, quand je sors d'un bouquin de 300 pages, notamment sur l'histoire, je m'en sors changé, quoi. Mais vraiment. Et puis au-delà des livres aussi, il y a beaucoup d'émissions, je pense notamment à Netflix ou des choses comme ça. Bon, je fais pas de pub, hein, mais toutes les grandes plateformes qui se lancent en fait dans le documentaire, dans le docu-fiction. Donc c'est des bons moyens aussi, vraiment très accessibles aussi pour apprendre et pour se renseigner. Il y a Parole d'Histoire comme podcast, moi j'écoute beaucoup, qui invite des chercheurs, et c'est fait avec une vulgarisation top, quoi. On n'est pas dans le trop vulgaire, dans le sens scientifique, hein, ou on n'est pas dans le trop élaboré. C'est pile ce qu'il faut pour n'importe qui. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire avec ce podcast, à vrai dire. Donc, moi, je conseille. Et je pense aussi qu'il y a des livres qui sont plus simples à lire que d'autres, et qui, même s'ils ne sont pas forcément tournés histoire, t'apprennent quelque chose et te font réfléchir à ce qui s'est passé avant. Je pense notamment à Ray Bradbury, qui écrit donc Les Chroniques martiennes et Fahrenheit 451, qui sont les deux du dystopisme et assez proches de ce que aurait pu écrire George Orwell. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est très facile à lire, et ça nous donne, grâce à ce qu'on apprend de notre histoire,
avant, ça nous emmène vers une conception de notre futur où, donc dans les chroniques martiennes, on arriverait sur Mars et on tuerait en fait tous les habitants de Mars, comme ce qu'on a fait quand on est arrivé en Amérique, comme ce qu'on a fait aux autres endroits où on est arrivé, où on a débarqué. Et en fait, en prenant notre histoire, on arrive à faire, on arrive à montrer ce que pourrait être l'avenir, quoi. À partir de tout ce que vous dites, ça confirme un peu que les jeunes en fait s'y retrouvent dans l'histoire, la mémoire. Il y a toujours plein de manières d'apprendre, etc. Et moi aussi, je pense que oui, c'est une idée reçue de penser que les jeunes ne lisent pas, ne s'informent pas, etc. Donc c'est vrai qu'on peut considérer que on connaît le passé et on est toujours intéressé d'en apprendre plus. Maintenant, la question c'est est-ce que justement connaître ce passé, ça permet de mieux comprendre les conflits actuels, à votre avis? Quand tu dis les conflits, tu parles de la guerre en général ou... Ouais, Ok. le contexte actuel, les conflits actuels. Euh, moi, je voudrais juste rajouter quelque chose et je fais le lien, promis. Vu qu'on est sur l'histoire, c'est important de s'en informer, c'est important de savoir ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Euh, J'aurais tendance à faire attention à essayer de vouloir calquer l'histoire sur l'actuel. Je ne crois pas qu'on avance en société en regardant sans cesse le passé. Il faut aussi regarder le contexte dans lequel on est et à partir de là, on dessine. Et on s'appuie sur l'histoire, mais il ne faut pas que ça en soit le totem inamovible de la société qui est la tradition comme elle est, telle qu'elle est. Enfin, moi, c'est mon avis. Et du coup, sur la question, comment on avance sur la question du conflit Est-ce que le passé va permettre de mieux comprendre les conflits actuels? Je pense qu'il y a des phénomènes de domination qui se répètent et on doit être vigilant là-dessus. Les contextes sont différents, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre les 8 guerres de religion en France et se dire attention, il ne faut pas faire ça et ça parce que guerre civile en France, il y a un risque. Maintenant, on peut étatiser les choses. La laïcité, c'est une des conséquences de ces guerres de religion. On n'en a pas la mémoire tous. Personne dans la salle a vécu je sais pas, le massacre de Vassy, on est d'accord. Personne dans sa famille n'a vécu le massacre de Vassy, c'est très loin. Pour autant, on a institué dans les lois et dans la manière dont fonctionne la société des garde-fous qui sont par exemple la laïcité, qui est une liberté, je le rappelle, hein, avant d'être l'interdiction de je sais pas quoi, ça c'est des exceptions, c'est une liberté. On propose au peuple un cadre institutionnel qui découle de ces expériences-là, de ces gens-là qui ont vécu ces moments-là, qui ont décidé qu'on va proposer des solutions, notamment de liberté, pour pas répéter tout ça, pour pas répéter les massacres et compagnie. Et voilà, on inscrit dans les lois et dans la manière dont on fait société les leçons du passé. Maintenant, on ne peut pas regarder la société actuelle, et je finis là-dessus, la société actuelle en se disant bah, attention à ça parce qu'à telle époque on faisait ça, donc il ne faut pas faire ça exactement. Les contextes sont tellement différents qu'on ne peut pas juste prendre la France d'il y a 50 ans et s'arrêter sur c'était mieux avant, point, il faut faire comme avant. Je pense que je peux rejoindre Noah, mais moi, c'est un autre exemple que j'ai en tête. Euh, Au début des études supérieures, j'ai vraiment redécouvert l'histoire de la Révolution française, donc qui, pareil, c'est un événement que personne n'a vécu ici. Enfin, j'espère, en tout cas pour vous. Mais certes, il y a des... c'est vraiment très contrasté, en fait, comme période. C'est extrêmement violent, limite barbare, et vraiment pas fun. Mais d'un autre côté, il y a toute une idée, il y a vraiment des idéaux qui sont portés, il y a des changements sociétaux vraiment profonds qui émergent. Et voilà, je prends vraiment cet exemple pour montrer que il n'y a aucun événement qui est tout blanc ou tout noir et que c'est compliqué de se baser sur une période, un événement, quelque chose pour définir toute notre société actuelle. Il y a des conséquences qu'on voit plus ou moins, comme a dit Noah, mais toujours garder, en tout cas, quand on se base sur le passé, vraiment cet esprit critique qui est important, qu'on n'a jamais été parfait et que les transitions, elles ont été plus ou moins douces et que une idée, un mouvement ou quoi que ce soit n'a jamais été, ou alors j'en connais pas certains, mais n'a jamais été parfait et sans ombre. Donc voilà, vraiment garder un peu cet éloignement en fait vis-à-vis du passé sans forcément l'oublier, mais voilà, le replacer dans son contexte, je pense que c'est important, en tout cas. On dit souvent on apprend des erreurs du passé. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase?
Moi, je trouve qu'elle est assez intéressante parce que ça nous permet aussi de revenir sur, par exemple, les différents tribunaux qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale et les tribunaux pénaux internationaux pour la Yougoslavie et pour le Rwanda, et donc le tribunal de Nuremberg et de Tokyo, et qui derrière nous permet de mettre un cadre sur des horreurs qui ont eu lieu dans ces années-là, et cette erreur du passé a vocation à ne plus se reproduire, même si, bon, on sait que le droit international de nos jours, bah, voilà, mais en tout cas, on a appris, on a su que c'était pas bien, on a légiféré, on a dit que que fallait pas le reproduire. Et donc, je trouve que cette erreur, on en a appris quelque chose, et j'espère que ça continuera au fil des ans. Oui, puis c'est vrai qu'en prenant en compte ces erreurs, en décidant de préserver la mémoire et juste de ne pas se dire on oublie tout après, par exemple, le conflit, la Seconde Guerre mondiale, ça a permis de construire un projet de paix qui est l'Union européenne, l'Europe. Donc, en quoi la mémoire, elle peut être encore utile pour continuer à préserver et construire cette Europe aujourd'hui, selon vous? Je pense que elle est utile dans le sens où il faut s'en saisir et pas juste en parler. J'ai un autre exemple qui m'est venu, mais le colonialisme, qui est une mémoire et c'est rare, mais que le monde entier partage, plus ou moins, à quelques exceptions près, que ce soit du côté des colons ou des colonisés. Et on ne s'en rend pas forcément compte, nous, occidentaux, mais c'est vraiment un travail, pareil, je pense, de mémoire qui est en cours, qui n'est pas du tout terminé. Il y a encore beaucoup de sujets à traiter, il y a beaucoup de recherches historiques et historiographiques à faire sur le sujet, puisque ça a concerné des millions, voire des milliards de personnes pendant plusieurs siècles. Et voilà, donc c'est un thème vraiment d'actualité pour moi. Et pas que ça, il y en a plein d'autres, mais c'est la première qui m'est venue à l'esprit. Je crois qu'il y a un éléphant dans la pièce. On parle de la Seconde Guerre mondiale et de répéter les erreurs du passé. L'entre-deux-guerres, il est marqué par la montée de l'extrême droite. Et je peux pas, je peux pas ne pas penser au fait qu'on vit une situation qui est similaire, qui est aussi dangereuse à mon sens. Le fascisme, il est né dans des démocraties. Le fascisme, la propagande, elle est née à New York, enfin aux États-Unis. On n'est pas institutionnellement aujourd'hui paré à ces menaces-là, qui montent et qui montent, et puis c'est difficile de, même si on ne peut pas mettre les contextes sur le même tableau, pas s'atterrer de voir on repart comme en 40, si vous me passez l'expression. Le danger, il est là, et on ne peut pas ne pas se saisir de ces questions-là, et à ces questionnements et à ces inquiétudes-là, il n'y a qu'une seule réponse, c'est l'éducation. C'est de continuer à éduquer les gens sur non seulement les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, mais sur la montée du nazisme en Allemagne, la montée du fascisme à Rome, et à quel point le contexte démocratique, il est à peu près similaire. Et encore une fois, c'est bien dans la République de Weimar, c'est une république qui certes, elle est gangrénée par de la corruption, des élites qui ont mis Hitler au pouvoir, le sentiment évidemment du traité de Versailles, etc. C'est une accumulation de plein de choses, mais ça reste des démocraties pour autant, hein. Et ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, ça peut être, à mon sens, que la prémisse de ce qui peut se passer en Europe, et on doit mettre en place des garde-fous institutionnels, hein. Oui, ça c'est sûr. Donc, un peu en mot de conclusion, la mémoire, donc c'est pas juste le passé, c'est surtout l'avenir, et les jeunes ont leur rôle à jouer dans la transmission de cette mémoire, la préservation, etc. Donc, si vous pouviez conclure en un mot, si vous pouviez donner un dernier message à faire passer aux jeunes, c'est le moment. Ouvrez un max de bouquins, à fond. Oui, je pense que c'est important de s'y concentrer et comprendre comment tout ça est arrivé. Et oui, et lire aussi pour que tout n'est pas sur Internet et qu'il faut aussi accepter de lire et de chercher les informations. Qu'il faut s'intéresser à un peu tout, ou en tout cas ce qui nous intéresse, du coup.
Mais oui, qu'on en apprend toujours et que bon, des fois on est un peu déçu, mais c'est rare et que c'est souvent l'inverse, qu'on en apprend beaucoup et sur nous et sur les autres. Et je pense qu'il y a plein de manières de s'intéresser et qu'on peut trouver la sienne. Et moi, j'ai réussi à aimer me balader dans des cimetières. Donc, je pense on peut trouver des intérêts surtout et juste comment on fait. Et quand on trouve comment on fait, c'est toujours plus simple. S'intéresser, être ouvert d'esprit et être ouvert aux autres surtout. Eh bien, merci beaucoup pour vos témoignages, votre participation. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. On peut retrouver donc ce podcast sur tous nos réseaux sociaux, sur YouTube, et ça passe également sur Souvenir FM entre midi et 13h les samedis et dimanches. Voilà, merci. Merci Lisa. Au revoir. Merci Lisa, au revoir. Au revoir.